Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau documentaire des dossiers secrets. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une guerre dans la guerre. Oui, puisqu'il s'agit de la guerre psychologique employée durant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons donc nous plonger dans l'histoire de 3 radios qui avaient pour but de démoraliser les troupes face à l'Allemagne et au Japon. La première histoire est la plus connue en France, car il s'agit du traître de Stuttgart. Le second est connu en Angleterre, sous le nom de Lord Howe. Et la troisième est plus connue aux États-Unis sous le surnom de la Rose de Tokyo. Plongeons donc ensemble dans ces 3 histoires de propagande voulant démoraliser les troupes françaises, britanniques et américaines. Le 1er septembre 1939, jour de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La mobilisation générale est décrétée. Les hommes sont mobilisés pour faire la guerre, une guerre qu'ils pensaient ne plus jamais voir. À la surprise des Allemands, Britanniques et Français n'attaquent pas et restent sur une ligne de défense pour contrer une éventuelle attaque allemande. Cette période sera appelée la drôle de guerre, car les Français qui sont dans la ligne Maginot observent les Allemands qui sont eux aussi dans leur ligne de défense, appelée ligne Siegfried. Quelques escarmouches ont lieu, mais ça ne bascule jamais dans l'escalade. On s'observe et on attend. À la radio de Stuttgart, une voix française vient briser le silence de cette drôle de guerre. Soldats français, pourquoi faites-vous la guerre ? L'Angleterre combattra l'Allemagne jusqu'au dernier Français. Les Allemands n'attaqueront pas les Français si ceux-ci n'attaquent pas l'Allemagne. Mais quelle est cette voix qui fait passer ce message ? Tous les jours, elle parle pour les soldats français qui sont là à attendre, l'arme au pied, qui s'ennuient et qui sont démoralisés. Le défaitisme commence à se faire sentir au sein des troupes françaises. L'état-major tente de relever le moral en donnant aux soldats du vin chaud ou en les distrayant avec des pièces de théâtre. Même Maurice Chevalier chante une chanson sur la drôle de guerre, faisant passer un message sur les ressentiments de ces Français qui sont là à attendre que le temps passe ou à attendre lequel des deux camps va attaquer le premier. Pendant ce temps, au cœur du Troisième Reich, on provoque une intense guerre psychologique contre la France. Face à sa frontière, la première armée du monde, l'armée française, est là. Et les unités de la Wehrmacht en face d'elle montrent soigneusement leur passivité. Des compagnies de démoralisation circulent aux avant-postes de la ligne Maginot ou sur l'autre rive du Rhin. On y voit le déploiement de banderoles ou de slogans que l'on peut entendre à des kilomètres grâce aux haut-parleurs. Français, pourquoi se battre ? L'Allemagne n'a aucune raison de vous faire la guerre. Évitez la guerre à votre douce France ! Et parfois, il arrive que des messages de bienvenue soient envoyés aux nouveaux officiers affectés à une unité dans la ligne Maginot, ce qui démontre que l'armée française n'a aucun secret pour les services de renseignement allemands. Tous ces slogans, les soldats français les entendent par radio. Chaque jour, cette voix française parle à leur intention sur Radio Stuttgart. Celui qui parle porte le nom de traître de Stuttgart. Il fournit des renseignements très précis sur le moindre déplacement d'une unité française, sur une nouvelle affectation, et fait surgir la 5e colonne, une armée secrète qui est en marche dans tout le pays pour espionner avant de saboter des installations vitales. Pour éviter de toucher le moral des troupes françaises, Radio Stuttgart est interdite et sa réception est brouillée. Mais malgré tout, la voix de ce traître est écoutée par les soldats français. Le 2e bureau de l'état-major des armées, chargé du renseignement et des plans d'attaque et de défense, ne tarde pas à mettre un nom sur cette voix à Radio Stuttgart. Il s'agit peut-être de Paul Ferdonnet. Le 2e bureau va alors constituer un dossier sur son passé. Paul Ferdonnet est né en 1901. Il est fils et petit-fils d'instituteurs de province. Il a fait des études de droit à Paris avant de devenir un militant d'extrême droite et de commencer une carrière de journaliste. En 1927, il est correspondant de presse à Berlin et se marie à une Allemande. C'est à cette époque que Paul Ferdonnet contacte le 2e bureau pour offrir ses services d'informateur sur l'Allemagne. Mais sa candidature n'est pas prise en considération. D'ailleurs, on peut lire dans la conclusion du rapport d'entretien
journaliste de valeur moyenne, ne pouvant fournir que des informations d'ordre général déjà connues et sans intérêt. Ferdonnet a ensuite rédigé des articles dans La Libre Parole, un journal antisémite fondé par Édouard Drumont, journaliste et écrivain nationaliste et antisémite. Son journal La Libre Parole a pour devise « La France aux Français », ce qui prouve très clairement le caractère antisémite de ce journal. En 1934, Ferdonnet publie « Face à Hitler », le premier ouvrage français ouvertement favorable à la politique du chancelier allemand, où on peut lire « Hitler n'est ni un dieu ni un démon, mais il est, à n'en point douter, un homme supérieur. C'est le premier ouvrier appelé à diriger les destinées d'un grand peuple. L'expérience est passionnante, l'inconnu, formidable. » En 1938, il est l'auteur de « La guerre juive », mais il devient surtout, dans les années avant que la guerre ne soit déclarée, un agent stipendié de la propagande nazie. Dès août 1939, Ferdonnet entre dans un service de traduction dépendant de la radiodiffusion du Reich. C'est là qu'il devient le traître de Stuttgart, que le deuxième bureau identifie dès octobre 1939. Encore aujourd'hui, on ignore quel a été son rôle au sein du Troisième Reich, car le deuxième bureau s'est trompé sur un point. Ce n'était pas sa voix qu'on entendait, mais celle d'un certain Obrecht, dit Jacques de Saint-Germain, qui a été identifié lui aussi par le deuxième bureau. Ce personnage obscur a été chassé de l'armée française et a été employé pour des petits rôles à l'UFA, l'Universum Film AG, la grande société de production et de distribution cinématographique allemande. Par contre, on peut se demander si Ferdonnet est le rédacteur de ces textes lus à la radio par Obrecht. Il dira lui-même qu'il n'était que le traducteur des textes que lui remettaient les agents de la propagande allemande. Cela n'est pas impossible, également. Le gouvernement Daladier est informé par le deuxième bureau de ces discours qui ont pour but de provoquer une guerre psychologique. Le gouvernement prend cette affaire au sérieux et décide lui aussi de mener sa guerre psychologique. Le traître de Stuttgart devient le maître du défaitisme dans les rangs de l'armée française. Le 6 mars 1940, Paul Ferdonnet et Obrecht sont condamnés à mort par contumace pour intelligence avec l'ennemi par le tribunal militaire de Paris. Le 10 mars 1940, l'Allemagne passe à l'offensive, surprenant les troupes britanniques et françaises. En un mois, la France tombe. Le gouvernement de Vichy prend le pouvoir et place à sa tête le maréchal Philippe Pétain, le visage qui doit rassurer le peuple français suite à ses faits de guerre pendant la Grande Guerre. Mais le gouvernement de Vichy entre dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne. Radio Stuttgart n'a plus lieu d'être, désormais. Ferdonnet passe le reste de la guerre à vivoter en Allemagne. Après 5 années de guerre, en avril 1945, le Troisième Reich est en ruine et il est encerclé par les Alliés. Paul Ferdonnet essaie de s'enfuir de l'Allemagne en tentant de se faire passer pour un citoyen belge et on lui confie la direction d'une cantine de troupes d'occupation. Ce Belge à l'accent français et son épouse, qui est censée être de la région wallonne et qui ne parle que l'allemand, attirent très vite l'attention. Paul Ferdonnet est rapidement identifié et est arrêté en juin 1945. Le 11 juillet 1945, soit un mois après son arrestation, son procès a lieu devant la cour de justice de la Seine. Lors de ce procès, il n'y a que très peu de monde qui y assiste. Un système d'épuration se met en place et on veut des exemples. Paul Ferdonnet minimise son rôle. Il dit devant la cour de justice qu'il était sous la menace permanente s'il ne traduisait pas ce que les propagandistes allemands voulaient dire. Son avocat tente de faire comprendre qu'il faisait partie des petits collaborateurs et il s'étonne de voir que son client risque d'encourir la peine de mort. Le commissaire du gouvernement veut bien admettre que ce ne soit pas la voix du traître de Stuttgart, mais il a contribué activement à empoisonner les Français. Il ajoutera « Vous n'échapperez pas cette fois au bal du peloton d'exécution que je réclame contre vous, et que réclament avec moi tous les Français qui sont tombés, lâchement assassinés par les Allemands, ou qui sont revenus mourants des camps d'extermination dans lesquels cet ennemi, que vous avez si bien servi, les avait entassés. » Paul Ferdonnet est condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi. La presse, quant à elle, prend tout de suite l'affaire en main en annonçant que le traître numéro 1 est enfin puni. Le 4 août 1945, il est fusillé au fort de Montrouge. Obrecht, quant à lui, s'est évanoui dans la nature. Il est condamné à mort par contumace une seconde fois. Dans l'opinion publique française, il n'y a jamais eu qu'un seul et même traître de Stuttgart.
Mais il n'y a pas que la France qui ait eu son traître de Stuttgart. L'Angleterre a eu elle aussi son traître. Il s'agit de Lord Howe. Il a été surnommé ainsi par le Daily Express en raison de sa diction aristocratique. À la différence de son homologue français, Lord Howe sévit sur les ondes pendant toute la durée de la guerre. Car l'Angleterre n'a pas déposé les armes après la débâcle de 1940. Toutes ces émissions, d'abord à l'antenne de Radio Hambourg, puis du Luxembourg, de Calais, d'Oslo, commencent toujours par ces mots. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Cette phrase deviendra célèbre dans toute la Grande-Bretagne. Cette fois, l'émission radio démoralise les Britanniques en annonçant les navires coulés pendant la bataille de l'Atlantique et les bombardiers abattus au cours de leur raid sur l'Allemagne. Celui qui se cache derrière ce surnom est William Joyce. Il est né en 1906 aux États-Unis. Peu de temps après sa naissance, ses parents partent vivre en Irlande. Dès sa jeunesse, Joyce s'engage politiquement aux côtés des Britanniques pendant la guerre d'indépendance d'Irlande. Et durant les années 1920, il part vivre en Angleterre. En 1932, il devient membre de la British Union of Fascists, dite BUF, créée par Oswald Mosley. C'est là qu'il découvre qu'il a un talent d'orateur, et il prend de plus en plus d'importance. Tellement d'importance qu'en 1934, il devient le responsable de la propagande du parti. 3 ans plus tard, il crée avec d'autres membres de la BUF la National Socialist League, qui montre bien son côté penchant dans l'extrême droite. À la fin du mois d'août 1939, juste avant la déclaration de guerre, il quitte l'Angleterre pour rejoindre avec son épouse l'Allemagne, où l'année suivante, il sera naturalisé. La propagande nazie ne manque pas d'utiliser son talent d'orateur à son profit. C'est là qu'il devient Lord Howe. Il n'est pas seulement une voix à la radio, il est militant pour le British Free Corps, les SS britanniques, et publie en 1942 Le Crépuscule de l'Angleterre. Son épouse Margaret, militante fasciste en Angleterre, devient Lady Howe, et elle aussi va s'adresser à la radio, mais elle sensibilisera les femmes en Angleterre. Elle leur fera comprendre que les femmes anglaises seraient plus heureuses si elles vivaient dans un régime national-socialiste. Les 2 émissions des Howe ne sont pas interdites en Grande-Bretagne, ce qui est une bonne façon de ne pas donner aux auditeurs le goût du fruit défendu. En 1940, l'émission radio est écoutée par 6 millions d'auditeurs, occasionnels ou les plus fidèles. Mais la guerre continue. La BBC accomplit sa mission de propagande et fait s'effondrer l'audience des Howe. Ces derniers prétendent présenter lors de leurs émissions le bon vivre du Troisième Reich. Le bon vivre ? Oui et non. Enfin, pas pour le couple, puisqu'ils divorcent et Lord Howe boit énormément d'alcool. Malgré tout, les émissions radio continuent, mais les émetteurs radio diminuent face à l'avancée des Alliés. Désormais, ils utilisent l'émetteur d'origine, qui est Radio Hambourg. La dernière émission a lieu le 30 avril 1945, en plein cœur de la bataille de Berlin. Lors de cette dernière émission, Lord Howe, qui devait être ivre, dénonce le péril soviétique et appelle à un renversement des alliances. Le 28 mai 1945, des soldats britanniques reconnaissent William Joyce grâce à sa voix. Alors qu'il plonge sa main dans sa veste pour en extraire un passeport, qui d'ailleurs est un faux, les gardes britanniques tirent plusieurs fois sur lui. Et c'est sur une civière que le public britannique découvre le visage de Lord Howe aux actualités britanniques. Le 19 septembre 1945, il est emmené à Londres, où il est jugé pour haute trahison. Après son procès, il est condamné à mort. Il fait appel et tente de s'expliquer sur ses différentes nationalités pour faire changer son jugement. Mais le 13 décembre 1945, la sentence tombe définitivement. Il est condamné à mort. Le 3 janvier 1946, il est pendu à la prison londonienne de Wandsworth. Pour des raisons mystérieuses, Lady Howe échappe à l'accusation de haute trahison et s'en tire avec quelques années de prison. Elle décédera en 1972. Dans cette guerre psychologique, les Japonais ne sont pas en reste, mais chez eux, elle est appelée « guerre de l'esprit ». Les Américains entendent une voix féminine leur parler, une voix chaude et insinuante, qui est captée sur les ondes courtes dans une émission intitulée « The Zero Hour ». Des airs de jazz précèdent et suivent ces émissions qui font fureur chez les soldats, mais pas forcément dans le sens souhaité par les Japonais. Les GI ont surnommé la voix « la rose de Tokyo », et prennent ces tentatives de démoralisation à la rigolade, et certains, après la guerre, diront qu'ils ne se sont même pas aperçus qu'il s'agissait de propagande japonaise.
D'ailleurs, une autre voix, une anti-Rose, se fait entendre sur les ondes de l'America Forces Radio Service, l'AFRS, qui est tout aussi enjôleuse. Il s'agit de G.I. Jill, la vraie copine des soldats américains, qui a un succès fou dans son émission G.I. Jive. Le jazz, avec des dédicaces, y est tout autant à l'honneur. G.I. Jill, de son vrai nom Marthe Wilkerson, ne fait pas du tout de propagande. Après la capitulation japonaise le 2 septembre 1945, Tokyo Rose révèle sa véritable identité. Il s'agit de Iva Ikuko Toguri. Elle est née en 1916 à Los Angeles de parents japonais qui ont émigré aux États-Unis. Elle a fait des études supérieures et vote républicain. Alors qu'elle voyage au Japon, la guerre éclate. Désormais, elle ne peut plus retourner aux États-Unis. Elle doit travailler pour vivre et son bilinguisme parfait la conduit à collaborer à la radio japonaise et à figurer dans le rôle de Rose de Tokyo. Chichement rétribuée, il semble qu'elle n'ait pas prononcé de message de démoralisation. Elle appelait même ses auditeurs « My Fellow Orphans », car l'animatrice de The Zero Hour a pour nom Orphan Anne, qui est le nom de l'héroïne d'une célèbre BD américaine, Little Orphan Annie. Les journalistes américains qui débarquent à Tokyo en août 1945 recherchent la Rose de Tokyo. 2 reporters, l'un pour Cosmopolitan et l'autre pour International News Service, offrent $2000 pour une interview exclusive de Tokyo Rose. Ils s'aperçoivent que la Rose de Tokyo se nomme Iva Ikuko Toguri. Elle multiplie les interviews lorsqu'elle est arrêtée le 5 septembre 1945. Elle sera libérée au bout d'1 an. Elle souhaite revenir vivre aux États-Unis, qui est son pays natal après tout, mais elle sera surveillée par le FBI. En 1948, elle est de nouveau arrêtée et jugée pour trahison dans un procès retentissant, qui commence à la Cour fédérale de San Francisco le 5 juillet 1949. Malgré les minces chefs d'accusation dont elle fait l'objet, elle est jugée coupable et condamnée à 10 ans de prison. Enfermée 6 ans et 2 mois à la prison pour femmes d'Alderson, en West Virginia, elle est libérée sur parole en 1956. En 1977, elle obtient de Gerald Ford le pardon présidentiel. La Rose de Tokyo meurt à l'hôpital de Chicago le 26 septembre 2006, à l'âge de 90 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre psychologique a été l'une des premières armes du conflit. Des traîtres communiquaient à la radio pour démoraliser les troupes adverses, ou des vidéos montraient le succès des opérations qui avaient pour but de plonger le pays adverse dans le doute. Et pourtant, la guerre des ondes n'a pas été un succès pour l'Axe, mais elle aura réussi à entrer dans l'histoire comme étant la guerre psychologique durant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous avez pu le constater, ces radios propagandistes destinées à démoraliser les Alliés ont été un échec. Même si pour l'armée française, le moral était au plus bas en 1940, surtout face à l'annonce de la 5e colonne qui doit marcher dans toute la France pour espionner et saboter les installations vitales. La 5e colonne est aujourd'hui encore un mythe, puisqu'elle a servi durant la campagne de France en mai-juin 1940. Pour être plus simple, les services secrets allemands ont réussi à décrypter le chiffre du ministère français de la guerre depuis l'été 1938. La clé est changée chaque mois, mais le mode de chiffrement est le même, et ce n'est pour les services de l'Abwehr que l'affaire de quelques jours pour le décoder à nouveau. La 5e colonne est encore populaire aujourd'hui, et je pense qu'un documentaire pour mieux comprendre la 5e colonne et ses missions sera sûrement envisagé à l'avenir. Pourquoi le jugement de Paul Ferdonnet a été rapide ? Parce que le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, met en place dans le second semestre 1944 une justice d'exception et crée des tribunaux spéciaux pour juger les faits de collaboration. La haute cour de justice pour les membres du gouvernement et les cours de justice où il y en a une par département. Au total, il y a eu 55 331 accusés qui seront jugés par les cours de justice et prononcent 6 763 peines de mort, dont 3 910 par contumace. Et il y a eu 767 exécutions. La propagande n'a pas seulement servi aux Allemands et aux Japonais pour démoraliser le camp adverse. Les Alliés eux-mêmes faisaient de la propagande.
Ils filmaient leur avance sur le terrain, l'arrivée d'une armée au combat, par exemple, après le débarquement en Normandie. Les Américains ont filmé l'arrivée du général Patton en juillet 1944. Les Américains n'ont pas hésité à fuiter les images pour que les Allemands voient l'arrivée de ce général qu'ils craignaient tant arriver en Normandie. Ils ont également filmé et mis en scène le débarquement de la 2e division blindée commandée par le général Leclerc en Normandie. Ces images devaient démoraliser les Allemands. Les Britanniques, eux aussi, faisaient de la propagande cinématographique, mais ils utilisaient énormément la BBC pour nuire au moral des Allemands. Il y a un autre film de propagande qui a nui au moral d'Hitler en personne. La mort et le lynchage de Mussolini par son peuple. Craignant de vivre la même chose dans ce Berlin encerclé par les soviétiques, il ne souhaite pas finir comme Mussolini, voire finir comme un trophée pour l'Union soviétique. Sa décision est de faire disparaître son corps, celui de sa femme Eva Braun, qu'il a épousée dans son bunker à Berlin en avril 1945, pour éviter de connaître la même chose que Benito Mussolini. Sur ces derniers mots, je vais conclure ce documentaire en espérant que cette nouvelle vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. On se retrouve très prochainement dans un nouveau documentaire qui vous plongera dans les dossiers secrets de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.